Justement, commençons par les indicateurs macro du moment pour l'économie américaine. C'est en ce moment que se joue sans doute en partie la prochaine décision de la réunion de la Fed, de la Réserve fédérale américaine, le 3 mai prochain. Bastien Dreux est avec nous par téléphone, responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Il faut qu'on revienne sur les chiffres de l'emploi américain qui ont été publiés vendredi. Les marchés étaient fermés en Europe et aux États-Unis vendredi. Ils étaient encore fermés hier en Europe. Il faut donc revenir sur le rythme des créations d'emplois, la dynamique du marché du travail américain. Que disent les chiffres et que disent la qualité également des indicateurs qu'on peut suivre sur le marché du travail américain à ce stade, Bastien? Alors, ça n'a pas été un mauvais job report. Comme chaque mois, il y a un paquet de petites incohérences avec une enquête auprès des entreprises qui fait état des plus faibles créations d'emplois depuis 2 ans, à 236 000 créations d'emplois en mars, mais presque 600 000 personnes de plus qui se disent employées dans l'enquête auprès des ménages. Donc il y a toujours une petite incohérence entre cette enquête auprès des entreprises et l'enquête auprès des ménages. Mais bon, il faut souligner que les statistiques gouvernementales sur le marché du travail sont de moins en moins bonne qualité aux États-Unis. La première raison, c'est qu'on a un taux de réponse qui est très faible, qui est beaucoup plus faible qu'avant le Covid. Et puis ensuite, il y a d'énormes problèmes de désaisonnalisation qu'on retrouve de toute façon sur tout un tas d'autres indicateurs. Alors malgré tout, on peut souligner plusieurs petites choses. Le rythme des créations d'emplois, il ralentit. Et on voit vraiment que le job report de janvier a été un one-off. Il avait été extrêmement bon. C'était grâce à des conditions météo qui étaient exceptionnellement favorables. Ça ne lançait pas du tout une nouvelle tendance. Ensuite, c'est quand même la 4e fois sur les 5 derniers mois que le nombre d'heures travaillées est en baisse. Et en fait, la dynamique des heures travaillées, elle est quasiment au point mort. Ça, c'est vraiment un mauvais signal pour l'activité. Il y a quand même un petit parfum de récession derrière tout ça, parce que ça veut dire que s'il y a moins d'heures travaillées, il y a moins d'activité. Puis pour terminer, le dernier point qu'on peut retenir de ce job report, et le vrai signal qui émerge job report après job report, c'est la décélération des salaires. Sur les 3 derniers mois, le salaire horaire moyen il progresse de 3,2% en rythme annualisé. Et c'est à peu près ce qu'on voyait en 2019, quand on ne parlait pas du tout de pénurie sur le marché du travail. Et là, il y a une vraie tendance à la décélération qui est très nette. Et la Fed ne va plus pouvoir instrumentaliser ce chiffre comme un éventuel accélérateur d'inflation. Et c'est ça que je retiendrai du job report de mars. Très intéressant. Et à ce stade, on observe cette décélération de la hausse des salaires sans effet sur le taux de chômage global. Vous le disiez, effectivement, l'enquête auprès des ménages permet de maintenir un taux de chômage, je crois, autour de 3,5%. C'est ça encore pour le mois de mars, Bastien? C'est l'un des plus bas taux de chômage de ces 50 dernières années. Et si on va un petit peu au-delà du job report, on a quand même d'autres indicateurs. Il y avait aussi le rapport ADP la semaine dernière, il y avait aussi les ouvertures de postes. On voit que le marché du travail américain, c'est vrai qu'il reste tendu, mais les choses sont quand même en train de se dégrader mois après mois et ça devient de plus en plus net. Qu'est-ce qu'on attend partant de ce marché du travail américain qui semble commencer à se détendre, Bastien? Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'indice des prix à la consommation, le CPI du mois de mars qui sera publié cette semaine, et notamment de la partie que Jérôme Powell et que la Fed regardent de très près, c'est-à-dire la dynamique des prix dans les services hors composante logement? Bon, la première chose qu'on peut dire, c'est que l'inflation totale elle est en décélération quand même depuis 8 mois à 6%, alors que l'inflation sous-jacente, et vous venez de le rappeler, elle reste plus ou moins bloquée aux alentours de 5,5% depuis quelques mois. Alors on peut surtout s'attendre pour ce rapport sur les prix à la consommation de demain, on peut surtout s'attendre à une nouvelle franche baisse de l'inflation totale, tout simplement à cause de la dissipation des effets de base liés à l'énergie. On peut rappeler qu'en mars 2022, les prix à la pompe avaient fortement augmenté aux États-Unis suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et les prix à la pompe en mars 2023 ont été 16% plus faibles qu'en mars 2022. Donc on va avoir une décélération de l'inflation totale qui va provenir de la baisse des prix à la pompe. Il n'y a pas que les prix à la pompe, il y a aussi le prix du gaz naturel
aux États-Unis sur les marchés de gros qui sont retombés à leur plus bas niveau depuis 2020. Donc c'est pas juste, ils sont pas juste revenus au niveau d'avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ils sont quand même revenus au plus bas depuis 2020. Et ça va tirer à la baisse les factures de gaz, évidemment, mais aussi les factures d'électricité, parce qu'il y a beaucoup d'États américains qui produisent de l'électricité avec du gaz. Donc on peut s'attendre à une inflation totale qui baisse franchement dès le mois de mars, et puis ça va probablement s'amplifier un petit peu sur les mois qui suivent. Peut-être aussi éventuellement avec un peu de désinflation des prix alimentaires. On a actuellement une contribution de l'alimentation à l'inflation totale qui est historiquement forte. Après, le gros morceau, comme vous le soulignez, c'est quand même l'inflation sous-jacente, où là c'est plus compliqué. On a quand même les 2/3 de l'inflation sous-jacente qui s'explique par les loyers. Alors on sait que les loyers constatés par les sociétés privées ont beaucoup ralenti ces derniers mois, voire ils ont baissé. Il y a généralement un retard de 9 mois entre le CPI loyer et les mesures privées des loyers. Alors on sait que le CPI loyer et donc l'inflation sous-jacente vont baisser. Il faudra vraisemblablement encore 2 à 3 mois pour que ça commence à se voir vraiment. Donc là, vraiment dans l'immédiat, on ne va pas forcément voir grand-chose sur l'inflation sous-jacente qui va vraisemblablement rester un peu bloquée aux alentours de 5,5 pour le mois de mars. Quand on ajoute la situation bancaire et les conséquences potentielles des troubles bancaires qu'on a pu observer sur le marché américain ces dernières semaines, Bastien, quelle va être l'équation pour la Réserve fédérale américaine lors de sa réunion de politique monétaire des 2 et 3 mai prochains ? Eux se sont mis dans une situation de communication où il n'y a quasiment plus rien à attendre en termes de resserrement. Si on revient à la théorie de la politique monétaire, les banques centrales, elles augmentent les taux directeurs pour ralentir le crédit bancaire, pour faire ralentir l'activité et donc l'inflation. Du moins, c'est l'un des canaux de transmission qui est attendu. Mais si, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement, le crédit bancaire ralentit en partie pour des raisons exogènes, la Banque centrale n'a plus besoin de relever ses taux directeurs. Et là, justement, on a une forte baisse du stock de prêts bancaires aux États-Unis sur les 2 dernières semaines. Ouais. C'est même la plus forte baisse du stock de prêts bancaires aux entreprises depuis que ces statistiques existent, c'est-à-dire 1973. Alors, il y a peut-être des raisons méthodologiques derrière tout ça. Il faut être un petit peu prudent parce que les chiffres peuvent être révisés. Mais en tout cas, avant même l'épisode de SVB, on avait un ralentissement de l'octroi du crédit bancaire aux entreprises qui était très net depuis déjà 4 ou 5 mois. Donc là, l'épisode de mars avec SVB, ça va sans doute pas améliorer les choses. Donc à partir du moment où la Fed a fait un gros focus sur ce sujet, c'est quand même difficile de l'imaginer redevenir offensive. Il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse surprise haussière sur l'inflation pour que la Fed redevienne offensive, mais ça paraît quand même très peu probable aujourd'hui. Quand vous dites très peu probable de voir une Fed offensive, ça veut dire que même 25 points de base, ce serait peut-être de trop. 25 points de base, ça reste quelque chose qui est compliqué. Franchement, quand on regarde les dernières statistiques sur l'évolution du crédit bancaire, ça montre quand même qu'il est en train de se passer quelque chose. Il y avait déjà quelque chose qui germait un peu avant l'épisode de SVB, et il n'y a franchement pas de nécessité pour la Fed de continuer ces hausses de taux directeurs, alors même que le crédit bancaire est en train de ralentir fortement, voire pour certains créneaux de se contracter, quoi. La barre pour une pause est donc assez peu élevée aujourd'hui pour la Réserve fédérale américaine. Bastien, se posera inévitablement à l'occasion du prochain FOMC la question de savoir où est la barre pour une première baisse de taux de la Fed. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. De toute façon, lors de la dernière conférence de presse, il avait été dans la session de questions-réponses, il y avait beaucoup plus eu de questions sur une éventuelle future baisse de taux que sur une future hausse de taux. Donc il y avait déjà cette question-là qui avait été posée. Je pense que la fonction de réaction de la Fed sera très liée à ce qui se passe sur le marché du travail. Pour le moment, on a des indicateurs qui se détériorent, mais qui ne sont pas mauvais. Et à partir du moment où on commencera à avoir une hausse assez franche du taux de chômage, on pourra imaginer une Fed qui commence à se poser la question d'une baisse de taux directeur. Ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on peut imaginer sur les 3 ou 4 prochains mois. C'est plutôt quelque chose, évidemment, pour plutôt la fin de l'année 2023.
Pour finir, dans la communication de la Fed, il y a la partie taux, il y a la partie bilan également, Bastien. Pour l'instant, le rythme de réduction du bilan aux États-Unis a été préservé totalement par la Réserve fédérale américaine. Est-ce que c'est un aspect dans la communication de la Fed qui peut évoluer ? Ça, c'est effectivement quelque chose qui peut évoluer. Il y a quand même beaucoup de questions qui se posent sur finalement l'impact que la politique de bilan de la Fed peut avoir sur le bilan des banques commerciales, parce que on en a pas parlé tout à l'heure, mais on a des fuites de dépôts finalement des grandes banques américaines qui vont vers les fonds monétaires. La raison, c'est parce que les fonds monétaires ont des rendements, les fonds monétaires américains ont des rendements qui sont beaucoup plus attractifs que les dépôts des banques commerciales. Et ça, c'est quelque chose qui est rendu possible finalement parce que les fonds monétaires, ils prêtent à la Fed dans le cadre de ce qu'on appelle les opérations de reverse repo. Et on pourrait imaginer dans les mois à venir que la Fed, elle rende peut-être un peu moins avantageux ces opérations de reverse repo pour peut-être décourager finalement ces grands mouvements de dépôts qui quittent les grandes banques américaines pour aller dans les fonds monétaires. Merci beaucoup, Bastien. Merci pour ces éléments de perspective et d'analyse sur la situation macro-américaine et les éléments qui feront la prochaine décision de la Fed. Je vous rappelle, avec une réunion du FOMC qui est programmée les 2 et 3 mai prochains. Bastien Drue, responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management, qui était avec nous par téléphone.